Ici Bondy, ici Bondy. Ici Bondy, ici Bondy. B. B. C. BBC. Sur les Bondy. Bondy. Blog. Café. Bondy Blog Café. Gabriel garde l'anonyme. Ici Bondy. Ici Bondy. Bondy Blog Café. Gilles Kepel, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Bondy. Merci. Merci d'avoir répondu si vite à notre invitation. Un plaisir. Est-ce que je peux vous débarrasser? Voilà, je vais mettre ça ici, vous voyez, tac, voilà. Et puis je vous invite, si vous le voulez bien, à venir boire un verre ici. Voilà, bienvenue à Bondy, à la brasserie Le Murat. Alexandra, bonjour Alexandra, Gilles Kepel. Bonjour Alexandra. Qu'est-ce que vous buvez, monsieur le professeur? Oh ben, une Corona, allez. Une Corona comme Jacques Chirac. Voilà, mais sans tête de veau. Sans tête de veau. Et C'est moi, trop je tôt. prendrais un Perrier, s'il vous plaît. Perrier, ok. Un Perrier. Vous savez qu'ici, nous avons reçu plusieurs ministres, plusieurs le monde. personnalités et plusieurs candidats à l'élection présidentielle de 2012. Je ne suis pas candidat. je Donc vous n'êtes précise. pas candidat? Pas encore, mais peut-être que vous allez me faire changer d'avis. Vous pourriez l'être. Oui, effectivement, si on peut dire, vu le niveau moyen, c'est vrai que... C'est pas gentil pour ceux qui se présentent aujourd'hui. Mais on a l'impression en fait que tout le monde veut être président de la C'est vrai que République. c'est affligeant. Enfin, je crois que, Mais comme il y a- beaucoup de mes compatriotes, on est consternés par le fait que, avec les enjeux terribles du pays, après cette année 2015 effrayante qu'on a vécue, on a cette espèce de déballage d'ego, pas de programme. Mais qu'est-ce qui explique que quand même c'est la plus haute fonction de ce Oui. pays et que je dirais presque pas n'importe qui, mais c'est à la portée de quiconque de dire je suis candidat à la présidence de la République et de faire tous les médias et que finalement ça Oui, crédibilise, enfin ça décrédibilise la fonction. Voilà, ça décrédibilise la caste médiatico-politicienne, si vous voulez, qui, je crois, aujourd'hui n'a jamais été plus bas dans l'opinion de nos compatriotes, quelles que soient leurs origines et leurs opinions. Et c'est triste parce qu'on a un peu le sentiment, au contraire, que la société est aujourd'hui en train de vivre une mutation très, très difficile, très compliquée. Et puis, au fond, chacun est là pour avoir son quart d'heure de célébrité, négocier à partir de là quelque chose, sans se rendre compte que, de toute façon, la machine, le robinet d'infos continu broie tout ça, concasse. Mais vous toutes n'avez ces jamais étoiles. été tenté par une carrière politique. Non, parce que je l'ai étudié d'une certaine façon. Donc, Vous vous êtes dit je tiens ça à l'écart. oui, bon, maintenant j'ai 60 ans, donc à la limite, il faut bien que je me finisse d'une manière ou d'une autre, peut-être, mais... Mais vous faites de la politique en réalité. Lorsque vous produisez Oui. des ressources intellectuelles. Enfin, moi, lorsque j'essaye de faire autre chose, c'est-à-dire que j'essaye de Il faut vous fournir... servir aussi, il faut vous servir. Il faut que je... Alors, il faut que je fournisse... Ah, vous faites ça, rock'n'roll. Vous n'utilisez Ah oui, même pas la- carrément, oui. Il faut, moi, que j'essaye, mon travail, je crois, c'est de fournir des clés à tout le monde, aussi bien à nos concitoyens, dans les quartiers populaires. Moi, mon objectif, c'est ça, c'est d'arriver à fournir des clés d'interprétation. Ça fait 35-40 ans que je bosse là-dessus. Et pourquoi vous avez choisi ce champ-là? D'abord, c'était le Proche et le Moyen-Orient, le monde arabe en réalité. Aujourd'hui, vous êtes plutôt présenté comme un des spécialistes ici en France de l'islam, mais pas seulement ici en France. Est-ce que c'est quelque chose qui vous vient d'un héritage familial ou est-ce que c'est juste un goût intellectuel qui fait que, à très jeune, vous vous êtes lancé dans ce... Non, non, pas du tout. En fait, personne dans ma famille ne s'est jamais intéressé à cet univers, ni n'en est originaire. Mon père vient d'une famille de diplomates et d'intellectuels tchèques. Et du côté de ma mère, c'est une famille de paysans et d'instituteurs du Midi, de Menton et de Nice. Donc, Et alors le monde arabe là-dedans, comment ça il n'y vient, avait ça rien de prédéterminé du tout. Ce qui a été mon parcours à moi, d'aller en Syrie. Et la Syrie, c'était mon initiation d'une certaine manière à mon métier d'arabisant, à toute ma vie d'une certaine façon. Et puis après, je suis revenu à Paris, j'ai fait de l'arabe parce que ça m'avait intéressé comme ça, par curiosité. Puis je me suis pris au jeu et voilà, puis 40 ans après, je suis Et avec donc vous maintenant, à تتكلم Bondy. العربية إيه. pas de مشكل من غير مشكلة. من غير مشكل تتكلم العربية إيه. مع المغاربة الجزائر التوانس لا بس أكثر يعني عربي شرقي عشان عشت في الشام وفي في مصر. أنا أفهم العربية الفصحى
الفصحى والعامية الشرقية. أنا أفهم تونسية، الجزائرية شوية شوية، والمغربية صعبة جدا عشان الأمازيغ موجود يعني في دارجة. On va devoir traduire tout cela parce que c'est la première fois que nous avons un invité qui parle en arabe ici. Ben oui, il serait temps, vous voyez, dans la controverse qui m'oppose en ce moment à Olivier Roy, il explique que l'arabe ne sert à rien quand on va dans les banlieues populaires françaises. Je ne suis pas d'accord pour tout, d'ailleurs. Les vieux Chibani qui étaient là, qui m'ont salué quand je suis arrivé, on a parlé en dialecte. Vous leur avez dit salam alaikum et ils vous ont répondu alaikum salam. Pas du tout, je leur ai dit la baisse alek, ils s'en foutent de salam alaikum. Alors, Gilles Kepel, je vais vous montrer, vous savez, la conférence de rédaction du Bondi Blog, c'est le moment où nous annonçons... Alors, j'ai pas mis mes lunettes, j'espère que c'est écrit gros. Vous avez le temps. C'est le moment où nous annonçons aux jeunes du Bondi Blog donc l'arrivée de l'invité, donc en l'occurrence vous. J'appuie ici, vous allez avoir les jeunes qui vous diront un certain nombre de choses. Je vous demande de regarder ça, d'imprimer tout cela, et puis après d'aller les rencontrer pour en discuter avec eux. On reçoit Gilles Kepel qui est professeur, politologue, spécialiste de l'islam pour ce Bondi Blog Café. Quelques mots sur ce chercheur qui est une référence en fait ici en France. Il a dit une phrase intéressante au micro de Patrick Cohen, à savoir que notre refoulé colonial avait engendré des Méras, des Koulibaly. Je trouvais ça assez intéressant pour résumer sa pensée. Gilles Kepel, il fait partie de ces intellectuels qui prennent position dans l'espace public. Il a soutenu notamment le Printemps républicain, qui est un mouvement qui est quand même souvent accusé d'être très laïcard, voire avec des dérives islamophobes. Et puis c'est vrai que récemment, avec les attentats, etc., il a tendance à avoir des visions parfois un peu, je vais pas dire à l'emporte-pièce, mais parfois trop simple ou assez surprenante. Le point commun qu'il y a eu dans tous ces attentats de janvier 2015, de novembre, de 2012 avec Mera aussi, c'était l'islam. Et des gens qui agissent au nom de l'islam. On a eu derrière plein de spécialistes, politologues et d'autres, mais on a rarement eu la parole des gens qui représentent vraiment l'islam, des musulmans. En fait, on agresse les musulmans en parlant tout le temps de leur religion à la télé. C'est-à-dire que tous les jours, il y a une émission spéciale. L'islam est-elle compatible avec la France? Le Point, avec des grands titres. Et moi, j'aimerais qu'on arrête de les emmerder, quoi. On a tellement l'habitude de parler de l'islam en tant qu'agresseur qu'on a du mal à l'accepter en tant que victime. Et notamment toutes ces femmes voilées qui se font agresser. Moi, par exemple, ces agressions... J'en prends d'abord connaissance sur des sites communautaires, entre guillemets, mais des sites à référence musulmane, par exemple. Et ensuite, au bout de peut-être 4-5 jours, quand ces sites-là font vraiment de l'audience, c'est repris par les médias nationaux. Si on ne met pas un terme sur ces violences, on ne peut pas combattre. On met un terme sur l'antisémitisme, on met un terme sur le sexisme, on met un terme sur l'homophobie. Mais on devrait vraiment conceptualiser l'islamophobie, les violences qui sont faites aux musulmans et en particulier aux femmes voilées puisqu'elles sont visibles, donc c'est pour ça qu'on les agresse. Et voilà, je pense que ça réglerait pas mal de problèmes. Tu parlais de la femme et du voile. En effet, j'ai l'impression que c'est vécu comme une entrave au combat féministe aujourd'hui dans la tête de beaucoup de gens, que le port du voile, et que les personnes se servent de ce combat qui a été mené pendant des décennies comme d'un refus envers l'islam. On est dans des amalgames, comme lors d'attentats terroristes. Les gens ont besoin de mettre un pansement, un mot général, trouver un bouc émissaire idéal. Là, en l'occurrence, c'est celui d'islam qui s'est posé, parce que c'est tellement plus simple dans la tête des gens de se dire que l'islam est responsable de tout ça, plutôt que de se dire qu'il y a juste des gens qui sont complètement dégénérés, tarés et psychopathes au point de commettre des massacres pareils. Voilà, Gilles Kepel. Quelques mots sur la réaction de cette jeunesse. Depuis 2-3 ans, nous vivons quand même des situations assez inédites, même s'il y a eu des attentats par le passé ici. On a le sentiment que cette jeunesse se pose des questions, se pose peut-être des fois des bonnes questions, mais en réponse... Peut-être parfois aussi des mauvaises. Mais en termes de réponse, on a l'impression que les adultes, nous adultes, on n'a pas grand-chose à leur offrir. Mais si, tout à fait. On a plein de choses à leur offrir. Il faut aussi qu'on écoute ce qu'ils disent. Et on voit comment se construisent aussi la manière dont ils posent les questions. Quelles sont les idéologies qui, en fait, sont sous-jacentes dans un certain nombre des propos que j'ai entendus, par exemple, et dont on va discuter avec grand plaisir. Les jeunes que vous avez en tant qu'enseignants, oui. Est-ce que vous retrouvez des choses comme ça, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui est confiné, ce que vous venez d'entendre, à une jeunesse particulière qui est aujourd'hui dans les quartiers populaires, qui est issue finalement des différentes vagues migratoires? Est-ce que c'est des choses qui sont partagées par la jeunesse de France en général?
Pas complètement, non, ça en représente une partie, mais enfin, je pense que là, il y a la plupart des choses que j'ai entendues s'inscrivent dans une vision du monde bien précise, donc qui est tout à fait légitime, mais à laquelle on peut peut-être aussi apporter un certain nombre de mises en perspective. En tout cas, je l'espère. C'est ce qu'on va faire pendant toute cette émission. Je vous laisse terminer votre Corona si vous le souhaitez. Vous pouvez même l'emmener avec vous. Voilà, et puis après, on va les rejoindre. Vendu à café. Gilles Kepel est notre invité. Merci beaucoup, Gilles Kepel, d'avoir accepté de venir ici au Bondy Blog Café. Je rappelle que vous êtes professeur des universités, politologue, essayiste et évidemment spécialiste de l'islam. Face à vous, Latifa Oulkouir, Pega Hosseini et Bala Fofana. Ce sont donc les 3 Bondy blogueurs qui ont préparé ce magazine. Avant de lancer l'édito de Mathieu Blard, je vous propose d'abord votre photo que vous pouvez regarder sur cet écran. Donc vous aviez une trentaine d'années, est-ce que vous vous souvenez exactement? Mais je ne me souvenais pas du tout que je portais des chemises rouges. Voilà, enfin écoutez, voilà. À 30 ans, on porte des chemises rouges, à 60... Et vous avez un petit air de Michel Houellebecq, là, quand même. Sort de trucs prémonitoires. Je ne sais pas comment je dois l'interpréter, parce que bon, on verra dans la suite de l'émission. Houellebecq a beaucoup de talent littéraire, mais bon, c'est pas quand même un premier prix de beauté, quoi. Donc là... Jeune. Voilà, donc comme promis, on regarde tout de suite l'édito portrait réalisé ce mois-ci par Mathieu Blard. Gilles Kepel est un intellectuel à l'ancienne. De ceux qui font du boucan dans l'espace public. Par les temps qui courent, un spécialiste de l'islam, c'est du pain béni. Sur fond d'attentats, les médias ont besoin d'experts. Et peu importe qu'ils soient autoproclamés comme les théologiens de Daesh, ils doivent prêcher leurs bonnes paroles sur les chaînes d'infos en continu. Notre invité fait partie des pontes de l'université. Et la djihadologie, c'est un sport de combat. Avec son adversaire, Olivier Roy, ça cogne dur. Passé la querelle de chapelle ou de minaret, le désaccord porte sur le rôle de la mosquée dans le parcours des terroristes. Kepel veut replacer le fait religieux au centre de l'analyse du phénomène. Roy, au contraire, pense qu'il faut partir des sources de la violence radicale. La politique s'en mêle. Valls adoube Kepel plutôt que Roy, déclarant que des groupes salafistes sont en train de gagner la bataille culturelle. Un soutien pesant, parce qu'une sortie de Valls, c'est souvent un mariage forcé entre manichéisme et populisme de comptoir. La djihadologie, ça rapporte. Gilles Kepel a vendu 90 000 exemplaires de son dernier livre, Terreur dans l'Hexagone, Genèse du djihad français. Une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Mais c'est aussi un gars politisé. Il a rejoint les fondamentalistes de la laïcité du printemps républicain, dont le manifeste a été publié dans Causeur. Comme les universitaires, j'ai envie de dire, dis-moi qui te publie, je te dirai qui tu es. Voilà, réaction Gilles Kepel de cet édito. Mathieu Blard, vous avez retenu des choses, vous avez envie de dire des choses? Oui, je ne sais pas qu'est-ce que c'est que cette histoire de printemps républicain. Je suis allé au printemps républicain comme je suis allé parfois au débat au congrès de l'UOIF, voilà. Je n'ai pas signé leur manifeste, j'estime qu'ils m'ont demandé de m'exprimer. Je l'ai fait, je n'ai pas de désaccords fondamentaux avec eux particulièrement, mais j'ai remarqué qu'effectivement, dans un certain nombre de groupes, disons, islamo-gauchistes, pour aller vite maintenant, on avait décidé de me coller cette étiquette. Je crois que ce serait mieux de lire ce que je fais plutôt que de se gargariser avec des clivages comme ça, qui, à mon avis, n'aident pas le débat et qui, au contraire, le caricaturent, le réduisent à de l'idéologie qui empêche de penser la diversité. Justement, Mathieu, dans son édito, parlait de cette opposition, on va dire, même si vous avez dit qu'il ne fallait pas caricaturer. Mais non, mais ça, c'est pas gênant, c'est amusant. Nous avons lu ce que vous avez écrit. Je suis étonnée parce qu'en 2012, vous pointiez beaucoup la question sociale comme étant au cœur de la problématique de l'islam de France. Et c'est vrai que depuis les attentats, et c'est ce qui vous oppose avec Olivier Roy, justement, on note un changement de votre part concernant cette interprétation-là. Qu'est-ce qui vous est arrivé depuis? Pas du tout. Si vous lisez le livre, vous verrez que la question sociale est extrêmement présente. C'est... Et vous remettez davantage le religieux. Ce que je remarque, par exemple, dans le petit édito de votre conférence de rédaction tout à l'heure, c'est que, au contraire, on est dans une logique où on ne veut pas en parler. On fait l'occultation totale. Toute personne qui parle de l'islam est un islamophobe. On est dans un tabou, si vous voulez, qui empêche de penser les questions. C'est-à-dire qu'on refuse finalement
de prendre au sérieux ce qui s'est passé en 2015. Vous pensez qu'il y a un tabou sur l'islam? Ah bien sûr, Et on doit bien l'islamophobie est quelque chose qui nous empêche de penser aujourd'hui, le tabou de l'islamophobie nous empêche de penser ce qui se passe à l'intérieur de l'islam français, c'est-à-dire, attendez, laissez-moi terminer, c'est-à-dire les conflits pour l'hégémonie en son sein, si vous voulez, c'est ça le problème. Et à mon sens, aujourd'hui, ceux qui brandissent l'islamophobie à bout de bras, le comité contre l'islamophobie en France, qui, comme vous le savez, va organiser une université d'été avec les indigènes de la République interdite aux Blancs. C'est pas tout à fait le collectif contre l'islamophobie, les indigènes de la République. Mais vas-y, pose ta question. C'est deux militantes, Siam Asbag et Fanny Noël, effectivement, qui organisent ce camp d'été décolonial. Mais au-delà de ça, en fait, c'est qu'on peut revenir sur le terme islamophobie, parce que justement, dans votre ouvrage, vous dites que vous rejoignez Caroline Fourest, qui dit que c'est un terme... Pas du tout. Non, qui dit que c'est un terme créé... Juste, je vais terminer ma question. Je vais juste terminer ma question. Qui dit que c'est un terme créé en Iran dans les années 70, alors qu'on a des preuves que c'est bien antérieur. Moi, je suis Gilles Kepel. Ça fait 40 ans que j'étudie ces questions. Bien sûr, mais c'est pas Madame Fourest qui me dit ce que je pense. Juste sur le terme islamophobie, c'est vrai qu'on peut noter une convergence sur l'origine de ce terme-là, avec Caroline Fourest. Je ne pense pas dire de bêtises en disant cela. Et justement, sur l'origine de ce mot dont vous dites qu'il date des années 70 en Iran, alors qu'on trouve dans la littérature scientifique l'existence, même en France, que ce soit dans les pays anglo-saxons ou en France, l'existence de ce terme bien avant 1970. Oui, mais pas du tout dans le même contexte. De même que le terme islamisme au XIXe siècle est utilisé par Ernest Renan, par exemple, pour désigner l'islam en général. Quand on le remet en circulation à partir des années 1970-1980, c'est pas du tout la même chose. C'est fabriqué à ce moment-là pour parler de ceux qui utilisent la religion pour construire une vision du politique. Et c'est ce qui va différencier les islamistes de l'ensemble des musulmans, qui ne sont pas nécessairement des islamistes. C'est pas une manière de minimiser l'islamophobie ? Non, c'est pas parce qu'un terme a existé à un moment donné qu'il a nécessairement la même signification à une autre période. Voilà. Et justement, l'évolution qu'il y a entre le Gilles Kepel qu'on peut lire aujourd'hui et celui qu'on a lu par exemple en 2012, quand vous participez au débat républicain, vous alliez, c'est vrai, beaucoup plus sur des thématiques sociales, etc. Là, aujourd'hui, on a plus l'impression que vous êtes dans l'essentialisation d'individus par rapport à leur religion et leurs croyances, et que c'est cette foi-là qui guide tous leurs actes. Écoutez, au lieu de me faire un procès d'intention, non, essayez de vous rendre compte qu'il y a eu quelque chose qui est fondamental. Et si vous vous interdisez de le penser, vous êtes à côté de la plaque. Il s'est passé en 2015 des attentats qui ont bouleversé complètement le pays. D'accord ? Bon. Alors, si on n'arrive pas à les comprendre, mais laissez-moi terminer. Si on n'arrive pas à les comprendre, si on ne cherche pas à comprendre ce qui s'est passé, si on considère que c'est simplement les brigades rouges 30 ans après, dans ce cas-là, on ne comprend rien, si vous voulez. Non, mais qui dit ça aujourd'hui ? Qui dit ça, en fait ? Il ne s'agit pas pour moi d'incriminer l'islam. Il s'agit d'interroger ceux qui utilisent le religieux pour faire ces attentats, de voir comment ils le font, pourquoi ils procèdent comme ça, de quelle manière ils s'efforcent de mobiliser un certain nombre de sympathisants et quelles sont leurs chances de succès ou d'échec. À mon avis, ils ne sont pas dans une logique de succès. Je pense que les attentats, notamment du 13 novembre, sont quelque chose qui est en train de les couper du terreau qu'ils voulaient mobiliser. Et ça, c'est très important. Il faut analyser ce qui se passe. Sinon, si on voit les choses de manière globale, en jetant des anathèmes, un tel est ceci, un tel est cela, on n'avance pas. Ici, on pose des questions. Alors du coup, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a aujourd'hui une islamophobie qui est assimilée au racisme anti-musulman ? Les comportements qui portent atteinte aux musulmans dans l'exercice de leur culte, dans l'exercice de leurs droits civiques, doivent être évidemment réprimés par la loi, comme ceux qui portent atteinte à toute personne. Mais vous ne parlez pas d'islamophobie, là, pour le coup. Non. Vous n'acceptez pas ce mot. Non, parce que le mot, me semble-t-il, est piégé, si vous voulez. Et c'est un mot qui est utilisé aujourd'hui dans le débat politique pour fermer les choses et non pas pour les ouvrir. Vous voyez, pour interdire le débat qui se déroule à l'intérieur de l'islam. Parce que nos compatriotes musulmans ne sont pas tous de la même façon, ils ne pensent pas tous de la même façon. Oui. C'est ça une essentialisation, monsieur. C'est de croire que tous les musulmans pensent de la même manière. Non, moi, je n'essentialise personne. Question qu'on se pose, si vous lisez mes livres, vous verrez que je n'essentialise personne. D'actes
islamophobe, anti-musulman, quelle appellation vous donnez à ces faits qui sont de plus en plus nombreux et constatés? Et un discours violent qui se banalise. Et des femmes voilées qui peuvent être traînées par terre, ruées de coups, à cause d'un vêtement. Et des salles de prière brûlées comme quel mot vous placez sur ces actes-là? Que des femmes voilées soient traînées par terre ou des mosquées soient brûlées, c'est une chose qu'il faut condamner, évidemment, et poursuivre devant les tribunaux. Mais si c'est ça qui vous semble la chose la plus importante, alors non, mais là, vous êtes en train de allez penser faire le c'est jeu pas de du tout ça, l'extrême c'est droite. pas du tout ça, Gilles Kepel. On est là pendant 3 quarts d'heure. Vous verrez, il y a plein de sujets qui vont être On n'est pas abordés. là pour faire Là, notre on procès essaye un peu d'intention, d'expliquer, en tout c'est cas, pour l'instant, au c'est moins ce que un vous mot. faites, S'il hein. vous plaît, Dans un sens comme dans s'il vous l'autre, plaît, s'il vous plaît, juste pour reprendre un peu la continuité de cette émission, on essaie de comprendre un peu, de poser les termes du débat. Donc, on a proposé aux jeunes du Bondi Blog, justement, de réagir sur ce mot islam. C'est ce qu'on appelle l'abécédaire du Bondi Blog Café. Je vous propose, Gilles Kepel, de regarder cet abécédaire et on continue ce débat sur la manière dont nous devons vivre cet islam ici, d'une manière politique, économique, culturelle, intellectuelle. I comme l'irritation que me provoquent tous ces débats sur l'islam. I pour intelligence, c'est le carburant qui manque à nos débats. S comme savoir pour lutter contre l'ignorance qui concerne l'islam. S comme seul, c'est des millions de musulmans qui se retrouvent seuls face à des préjugés qu'on a sur eux. S comme salam alaikum, ce qui veut simplement dire que la paix soit sur vous. L comme l'heure, parce qu'on utilise la religion pour duper les gens. L comme liberté, de prier, de blasphémer, de s'habiller. A comme anglais, A comme entier, A comme allemand, parce que c'est pas que les Arabes qui sont musulmans. A comme amalgame, amalgame entre une population, une religion et des actes barbares. M comme malade, je suis malade des personnes qui parlent de l'islam sans vraiment le connaître. M comme mensonge, beaucoup de mensonges et de contre-vérités ont été dites sur l'islam. Voilà, c'était l'abécédaire du Bondi Blog Café. Latifa. Vous avez alerté bien avant 2015 sur ces questions sociales, sur les questions d'islam, d'insertion et de choc des civilisations. On va dire, vous avez été surpris par les attentats de 2015 ? Malheureusement pas, non. C'est quelque chose que vous aviez prévu, vous diriez? Pas les attentats, non, mais en fait, si on voit comment la mouvance djihadiste s'est structurée depuis la fin des années 1970, et par exemple en 1995, vous avez un texte d'un idéologue islamiste syrien qui s'appelle Abu Musab al-Souri, qui poste en arabe 1600 pages, dans lequel il explique que l'Europe est le ventre mou de l'Occident et qu'il faut faire des attentats ici, et qu'il faut pour cela viser comme soldats du califat, entre guillemets, des jeunes musulmans en Europe. À ce moment-là, moi, j'ai traduit ça, comme d'autres d'ailleurs. On n'a pas du tout été pris au sérieux. Et en fait, quand vous voyez ensuite Mohamed Merah en mars 2012, vous voyez bien que ça s'inscrit directement dans la lignée de ce qui sont les textes de Souri. À l'époque, les gens qui ne connaissaient pas les textes, qui ne l'avaient pas lus, ont dit c'est un loup solitaire, c'est pas du tout. Et Merah n'a pas été compris par les décideurs français, par le monde du renseignement, etc. Tout ça s'inscrit dans une continuité précise. La question que moi je me pose, M. Kepel, c'est que là on est beaucoup dans le franco-français pour un problème global. Ouais, pas tellement, non. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une explication historique? Est-ce qu'on ne peut pas remonter, par exemple, à l'invasion des États-Unis en Irak? Oui, parce qu'on n'a pas répondu à la question si nous étions attaqués pour ce que nous sommes ou pour ce que nous faisons. Ça, on n'a jamais répondu à cette question. Imaginez-vous que vous faites partie, par exemple, M. Kepel, de ces femmes irakiennes qui, à la fin de la guerre, on parlait d'1 million de veuves, il y a des écoles qui ont été rasées, et ces gens-là se sont révoltés. Et ça, il y a une explication politique, géopolitique, avec une politique néocoloniale. Et ça, on l'aborde rarement. Mais je ne vois pas le rapport avec la question qui nous occupe aujourd'hui. Bien sûr que l'invasion de l'Irak a été une catastrophe. Ça a abouti effectivement à des dizaines de milliers de morts. Est-ce que c'est pas là la genèse du problème? Oui, mais vous savez aussi, je suis tout à fait pour le reconnaître, Saddam Hussein a massacré également, gazé les Kurdes, massacré les gens dans les locomotives, etc. Et pourquoi les États-Unis ont envahi l'Irak? Ils ont envahi l'Irak essentiellement pour se débarrasser d'un régime philo-sunnite, qui était le régime de Saddam Hussein, et mettre à sa place un régime chiite. Mais est-ce que cette forme d'ingérence, justement, n'explique pas tous nos maux aujourd'hui? Ah non, parce que... Est-ce qu'aujourd'hui, oui, ça on vous peut encore dire que aller dans un pays pour se débarrasser de telles personnes qui ne nous plaisent pas, pour oui, y mettre mais quelqu'un d'autre? je vous rappelle que Jacques Chirac
était très opposé à la guerre en Irak, En justement. 2003, en 2003. Et que la France, dans cette affaire, a été, Dominique de Villepin, je crois que vous avez reçu, a été extrêmement virulent à l'Assemblée générale de l'ONU contre l'intervention. La Non, France... mais ce que veut dire Bala en réalité, Gilles Kepel, si vous le permettez, c'est qu'en gros, pour comprendre la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, tous, que ce soit ici en France ou même à travers l'Europe, c'est que tout ça peut-être a des liens historiques depuis 30 ou 40 ans avec des choses où nos diplomaties ont fait un certain nombre de choses. Et c'est l'idée que la société française se retrouve du jour au lendemain devant ça, alors qu'en réalité, il y a un peu d'histoire, il y a un peu de recul à avoir, ce fameux pas de côté, pour mieux comprendre ce que nous vivons. Plutôt que l'Irak, qui me semble un peu tiré, si j'ose dire, par les cheveux, il y a quelque chose de beaucoup plus important que d'ailleurs l'une des personnes de la conférence de rédaction a mentionné. C'est que il me semble qu'on vit aussi aujourd'hui en France ce que j'ai appelé dans le livre un ressac rétrocolonial, si vous voulez. Et qu'il y a là quelque chose qui a été complètement occulté. Parce que la société française a voulu oublier ce qu'avait été l'Empire après les indépendances. Finalement, on est entré dans l'Union européenne et on a voulu faire comme s'il n'y avait plus de passé. De l'autre côté, une grande partie des dirigeants du pays du Sud, au contraire, parce qu'ils ont pris le pouvoir à ce moment-là, ont exalté la lutte anticoloniale, etc. Et si vous regardez, c'est une coïncidence qui n'est peut-être pas fortuite, le jour où Mohamed Merah tue les enfants juifs de l'école Ozar HaTorah à Toulouse. C'est le 19 mars 2012. C'est 50 ans, jour pour jour exactement, après la mise en œuvre du cessez-le-feu dans la guerre d'Algérie. Les accords d'Évian, oui. Oui, du cessez-le-feu. Et en fait, il recommence la guerre, comme l'avait recommencé Khaled Kelkal, mais sur le territoire français cette fois-ci. Et tout ça, c'est quelque chose qui n'a pas été mis à plat. Hollande a essayé cette année de mettre à plat cette histoire avec l'Algérie et il a essayé de commémorer le 19 mars, pour dire, quoi qu'il y ait eu dans le passé, maintenant, de toute façon, on vit ensemble. Ça n'a pas été entendu, une fois de plus, parce que ça a été parasité par l'actualité djihadiste, parce que le 18, on a arrêté Salah Abdeslam en Belgique, et du coup, tout ce qu'il pouvait dire, c'est passé sous la table. On va poursuivre justement, parce que le débat, quand même, se passe beaucoup, hélas, dans les médias, et donc nous avons posé la question aux jeunes du Bondi Blog concernant leur point de vue sur la manière dont les médias traitent de la question de l'islam. On est tous d'accord pour dire que l'islam occupe une très grande place dans les médias, une trop grande place même. Et en attendant, on ne parle pas de la loi travail, on ne parle pas des vrais problèmes. Et je pense que c'est ça, moi ce qui me pose question, c'est le fait qu'on ne parle pas de ce qui nous préoccupe tous, dans le fond. C'est pas l'islam, c'est le chômage, l'économie, des questions bien plus importantes que ça. On parle d'attentats, certes, mais derrière, il y a tout plein de papiers qui vont en découler, d'émissions, d'interviews, des journalistes qui vont se mettre dans la peau d'un djihadiste, qui vont infiltrer des groupes. On a 1 million de trucs qui vont en découler. Et au final, c'est ce qui fait marcher maintenant. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. On doit apprendre aux gens à avoir de la distance, parce que ce sera comme ça. Les chaînes d'information continue, elles vont pas elles vont pas tout d'un coup se réveiller et dire non. Elles doivent faire un JT. Donc voilà, c'est aux gens derrière la télé, je pense, de savoir prendre leur distance. Les médias ont aussi fait l'écho de la parole des politiques français qui ont été mauvais sur le coup, en mettant sur la table des thèmes comme la déchéance de nationalité, le voile ou la mode islamique. C'est des thèmes qui laissent sous-entendre qu'il y aurait une sorte de souffrance, de souffrance, et qui finalement fait peut-être le jeu de Daesh. Péga. Monsieur Kepel, le journaliste Jean-Marc Ilouz, Jean-Marc Ilouz, oui, qui est un homme de terrain, dit que l'islam djihadiste n'a pas été enfanté par l'islam maghrébin, qu'il a été importé, qu'il est le rejeton d'un islam ultra-minoritaire, saoudien, ultra-radical, exporté par 2 pays, essentiellement l'Arabie Saoudite et le Qatar. Qu'en pensez-vous? Le Qatar, non, parce que le Qatar, c'est surtout les frères musulmans. Leur vision du monde. C'est les frères musulmans qu'ils ont soutenus, notamment pendant les révolutions arabes, pensant que les frères musulmans allaient finalement avoir la force hégémonique dans les révolutions arabes. L'Arabie saoudite, au contraire, a, depuis le début, favorisé sa vision de l'islam, une vision extrêmement rigoriste et close, qu'on appelle le salafisme, du mot arabe salaf saleh, c'est-à-dire théoriquement les pieux ancêtres, ceux qui avaient assisté à l'expérience prophétique, à la fois dans la vie et dans les paroles.
et qui a pour objet de fermer complètement la capacité de l'islam à s'adapter au monde contemporain. Et c'est un mode de fonctionnement qui était complètement minoritaire à l'intérieur de la culture islamique pendant 15 siècles et qui a connu une expansion extraordinaire corrélée directement sur l'augmentation des prix du baril, si vous voulez. C'est ce qui a fourni la légitimité au système saoudien et c'est ce qui lui a permis de garder pour lui, pour l'essentiel, l'argent de la rente, tout en se prétendant être le leader du monde musulman sunnite. Attendez, j'y viens une seconde. Et or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'Arabie saoudite elle-même commence à être impactée par Daesh, si vous voulez. Le monstre qu'elle a enfanté d'une manière peut-être involontaire, d'abord s'est manifesté après le 11 septembre. Et aujourd'hui, justement, parce que le système saoudien ne peut plus redistribuer autant de rente à la population, vous avez une partie de la jeunesse saoudienne qui commence à être sensible à Daesh. Vous parliez de la jeunesse saoudienne, juste pour parler de la jeunesse française rapidement, par rapport à votre livre, vous disiez qu'en 2005, vous faites un parallèle entre les émeutes en banlieue et l'appel dont vous parliez tout à l'heure d'Abou Moussa Balsouri sur l'appel à un djihadisme Pas un parallèle du tout, non, c'est pas du tout un parallèle. Vous mettez en perspective ces deux événements. Oui, bien sûr, s'ils ont lieu la même année. Ils sont concomitants. Et la concomitance et le parallélisme, c'est pas la même chose. Et vous dites que l'incendie d'une mosquée en banlieue est finalement l'élément le déclencheur de ces émeutes de 2005. Mais c'est pas moi qui le dis, mademoiselle, c'est tout ce que le terrain que j'ai fait plus que la mort de Ziyad Benna et Bouna Traoré dans un transformateur, nous sommes aujourd'hui un peu plus de 10 ans après les faits. C'est vrai que, en tout cas, je me suis un peu tournée autour de moi et j'ai interrogé des jeunes et c'est vrai que c'est la mort de ces deux jeunes dans un transformateur qui marque plus les esprits et l'incendie de cette mosquée qui est un peu oublié. Et c'est pour ça que j'ai été extrêmement étonnée de vos propos. Bien, vous devriez faire un peu de terrain à Clichy-Montfermeil. C'est ce que je vous dis, j'ai interrogé un peu autour de moi. Allez là-bas et regardez mon livre Banlieue de la République que j'ai fait avec une équipe à l'époque et nous avons interrogé plus de 100 personnes à Clichy-Montfermeil qui avaient vécu, c'était 5 ans après les émeutes, et tous et toutes le disent, ceux qui étaient à la fois participants aux émeutes, qui ont été dans le mouvement Assez le feu, etc. Qu'ils se sont rebellés à cause Non, c'est pas un incendie. Attendez, exagérons. Oui, c'est une bombe lacrymogène. Voilà, c'est pas du tout l'incendie d'une mosquée. C'est une grenade lacrymogène qui a été envoyée par la police dans un lieu d'où la police était caillassée et c'était devant ce qu'on appelle la mosquée Bila. C'était le ramadan. Comme il y avait beaucoup de monde, les portes étaient ouvertes. La grenade a fait suffoquer les gens qui sont sortis, etc. Et là, il y a eu véritablement un sentiment de révolte avec l'impression que c'était la société, et ça suffit pour qu'on réduise finalement ces événements à ça? Non, pas du tout. Ça a été un déclencheur, si vous voulez. Ce qui s'est produit, à mon avis... Les violences policières ont aussi été un déclencheur à ce moment-là. Parce que, de fait, pour avoir vécu ça, parce que juste j'y habitais et pas en allant interviewer des gens, c'était avant tout une révolte basée sur des problématiques sociales et une violence et une brutalité policière. Il y a des choses, au moment où, personnellement, moi et beaucoup d'autres se sont identifiés à Ziyad et Bouna, c'est parce qu'on subissait les mêmes violences de la police. Vous avez jamais eu des coups de matraque dans les côtes, etc. Est-ce que c'est pas... Et ça, c'est même pas une question que je vous pose. Vous occultez totalement tout le volet social et tout le volet... Tout, monsieur. Mais si vous l'occultez en disant que le paroxysme de la mobilisation... c'est le problème de la mosquée Bilal. Alors pas du tout, vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit. Ça a touché tout le pays. Et en 10 ans, il y a eu plusieurs mosquées qui ont été brûlées. Il y a pas c'est une révolte sociale avant tout. Évidemment, c'est ce qui va nourrir rétrospectivement le phénomène. La stèle, c'est sur Ziyad et Bouna. Mais au bout de 3 jours, la révolte, si vous voulez, est en train d'être apaisée, notamment par les grands frères. Et c'est entre guillemets, le gazage de la mosquée qui va en fait déclencher la révolte à l'échelle de la France entière, bien sûr. Ça n'est qu'après ça que les incidents se produisent. Moi, mon travail d'universitaire, ça ne consiste pas à me satisfaire des explications qui sont dans les journaux. Ça consiste à aller interroger les gens sur le terrain, voir ce qu'ils en pensent. Non, souvent, on parle de vécu, en fait, pas de ce qu'on dit dans les journaux. Confronter les jeunes du Bondi Bloc font la même chose. Ils rencontrent des gens, ils y habitent. Oui, mais je ne vois pas en quoi ça infirme... mais les deux réflexions peuvent s'opposer. Ça infirme quoi que ce soit. Qu'est-ce qui se passe en 2005, à mon avis, qui est beaucoup plus important que toutes ces affaires? C'est que, en réalité, c'est d'une certaine façon se rejoue en 2005 ce qui a été raté en 1983.
En 1983, avec la marche pour l'égalité et contre le racisme, qu'on a appelée ensuite la marche des beurs, qui arrive à l'Élysée, où finalement Mitterrand les balade et ne leur donne pas cet accès aux politiques qu'ils réclamaient, notamment dans les partis. Et on voit bien qu'entre 1983 et 2005, cette volonté de s'intégrer dans le politique, finalement, ne fonctionne pas. Et les révoltes urbaines de 2005, c'est ce qui va justement permettre à cette jeunesse issue des quartiers populaires et pour une grande partie issue de l'immigration, de faire le pas et de s'intégrer dans la société politique. Ce sera les inscriptions massives sur les listes électorales. Ce sera par exemple en 2012 les 400 personnes qui se présentent aux élections législatives sur 6000 candidats, ce qui est gigantesque. C'est la première fois que ça se produit, si vous voulez. Et 2005 a cette conséquence. En 2001, il y avait les motivés, enfin il y avait déjà des dynamiques. Oui, mais ça n'a aucune, ça n'a pas du tout la même ampleur. Si vous le permettez, Gilles Kepel, il y a la question aussi aujourd'hui de la radicalisation d'un certain nombre de jeunes ici en Seine-Saint-Denis, mais ailleurs aussi. Et justement, je voudrais justement qu'on parle de la radicalisation, ses effets et sa prévention possible et éventuelle. On a posé la question aux jeunes du Bondi Blog, ils réagissent et on revient justement pour en parler avec précision. Il y a quelques années, Samuel Laurent avait publié un livre sur la France et Al-Qaïda où il révélait qu'en France, on comptait environ 50 000 salafistes, donc personnes radicalisées en France. Je pense qu'il faudrait déjà commencer par là, par déradicaliser les personnes qui étaient déjà auparavant, avant de s'axer sur des jeunes qui aujourd'hui sont marginalisés ou peut-être mal dans leur peau et qui du coup sont des cibles, des proies faciles à la radicalisation. La première chose à faire pour prévenir la radicalisation, c'est peut-être déjà de partir d'un chiffre très simple qui a été produit par le parquet antiterroriste. 80% des jeunes qui partent en Syrie ne sont passés ni par la mosquée ni par la prison. Donc peut-être que pour prévenir la radicalisation, mais ce n'est que mon humble avis, il faudrait commencer par arrêter de nous parler de mosquée et de prison. On devrait au moins pas accepter par dire on comprend pas, on sait pas, que c'est quelque chose que peut-être la réponse ça s'inscrit dans un temps plus long et avec des interventions dans plusieurs domaines, que ce soit l'éducation, le social, etc. Quand on a un Premier ministre qui dit que voilà, comprendre c'est déjà excuser, on se dit qu'on est mal barré. Moi, je pense qu'avant de prévenir la radicalisation, il faut prévenir la frustration. Il y a 20 ans, c'était action directe. La radicalisation était essentiellement communiste. Maintenant, elle est islamiste. Dans 20 ans, elle sera peut-être, je sais pas moi, féministe ou une autre chose. Et avant même de prévenir ces frustrations, etc., il faut essayer de comprendre ce qu'est l'islam, tout simplement. On se focalise vraiment sur la religion en se basant seulement sur les propos de ces barbares qui ont commis des actes immondes parce qu'ils se sont revendiqués musulmans et avoir agi au nom de l'islam. Latifa. Est-ce que vous a demandé de trouver une recette de déradicalisation? Non, parce que je ne considère pas que la déradicalisation veuille dire quoi que ce soit. Et le terme de radicalisation non plus, je pense que c'est un antibiotique à trop large spectre. Donc les autorités publiques se ça ne veut rien dire. Oui, je l'ai dit plusieurs fois publiquement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée et que la question n'est pas là. La question, c'est de la controverse qu'on a avec Roy, à savoir, il y a 20 ans, c'était les brigades rouges, aujourd'hui, c'est les brigades vertes. La bande à Bader, la bande à Abaoud, c'est kiff-kiff, si j'ose dire. Circuler, il n'y a rien à voir. Tout ça, c'est du nihilisme. Non. Bien sûr qu'il y a des éléments qui ressemblent, mais le problème qui se pose, si vous voulez, c'est la façon dont s'est construit aujourd'hui la prégnance d'une mouvance salafiste, dont je ne dis pas du tout, contrairement au Premier ministre auquel on veut maintenant m'assimiler, qu'elle est dominante. Je ne crois pas du tout. Elle n'est pas dominante en France. Et au contraire, la plupart des musulmans ne sont pas salafistes. Et vous avez des chiffres exacts? Combien de djihadistes y a-t-il en France? Ça dépend quel est le critère que vous prenez. Si ce sont les gens qui partent en Syrie, le ministère de l'Intérieur tient une forme de comptabilité. On a décidé qu'il y en a, je crois aujourd'hui, un peu plus du millier. Certains sont revenus, d'autres c'est très difficile. Ceux qui sont partis en Syrie sont un nombre extrêmement faible, évidemment, fort heureusement. Vous ne pensez pas que cette idéologie, elle puisse être importée d'ailleurs, qu'elle puisse venir de nos amis, nos clients, parce que moi j'ai comme l'impression quand même que la politique, le commerce extérieur est favorisé au détriment de la sécurité intérieure.
Ça, c'est un débat évidemment fondamental. C'est le débat de nos relations avec l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Oui, le Qatar. Le Qatar, c'est plutôt les frères musulmans. Oui. Et donc ça, c'est un vrai débat. Vous avez vu qu'il y a eu tout un scandale quand le prince héritier a la Légion d'honneur. Nous l'avons évoqué avec le porte-parole du gouvernement. Donc l'enjeu principal est là, justement. C'est que le djihadisme, c'est le passage à l'acte qui est là, pour le coup, criminalisable, de quelque chose qui est beaucoup plus vaste et diffus et qui vient, comme vous le dites, de l'idéologie salafiste, propagée par les Saoudiens. Mais les salafistes, pour leur majorité, ne sont pas violents. Ils sont dans une logique de rupture en valeur complète avec la société française. Et avec le politique. Mais Pas forcément. Alors justement, c'est ça qui les salafistes, vous avez toutes sortes de choses. Dans une grande ville française, par exemple, l'imam salafiste X appelait à ne pas voter aux élections. Eh bien, il avait un très beau logement HLM fourni par la municipalité, avec vue sur la mer, parce que la plupart des gens, sinon, auraient voté à gauche. Donc, cette municipalité de droite trouvait très bien de l'utiliser pour ça. Et vous avez dans la Seine-Saint-Denis toutes sortes d'accommodements, bien évidemment, d'un certain nombre de candidats. Pour revenir à des questions très pratiques, si vous me permettez, Gilles Kepel, la question de la radicalisation, que fait-on de ces jeunes qui reviennent aujourd'hui, qui sont identifiés? Que fait-on pour justement les remettre dans le droit chemin, pour les accompagner? C'est une question très difficile. Moi, je suis allé en voir un certain nombre, notamment à Villepinte, il y a une quinzaine de jours, donc à la prison, qui n'est pas très loin d'ici, parce qu'on m'a demandé de participer à un débat, justement, entre des prisonniers qui ont créé une association qui s'appelle Unis pour la paix. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'un certain nombre de gens à qui j'ai parlé du 13 novembre, en prison et ailleurs, m'explique, mais le 13 novembre, il y avait mon frère au Stade de France, il y avait mon cousin, ces gars sont des barjots, si vous voulez. Et c'est là qu'il me semble, justement, qu'il y a ce basculement, c'est-à-dire que ce mouvement, aujourd'hui, a été prisonnier d'une espèce d'hyper-violence, un peu comme le GIA en 1997 en Algérie, et qui, du coup, est en train de l'isoler complètement. Or, c'est bien pourquoi il faut se donner les moyens de penser ces débats aujourd'hui à l'intérieur des gens qui se réclament de l'islam. Et la question du salafisme a aujourd'hui été aussi très, très nettement posée par des gens qui considèrent que ça n'est pas du tout la façon dont ils ont construit leur existence en France comme citoyens français et comme musulmans, si vous voulez. Ils ne sont pas dans une logique de rupture. Et c'est ça qui est très important. Qu'est-ce qui pose un problème avec l'islamophobie? Une minute, s'il vous plaît. C'est que quand on ne parle qu'on se gargarise avec l'islamophobie en permanence, on s'interdit de penser ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de l'islam de France aujourd'hui. On va l'aborder. C'est ça qui est la chose, me semble-t-il, la plus importante. Des débats sur l'islam, il y en a beaucoup. Comment? Il y a des débats sur l'islam, ce qui intéresse. C'est pas des débats sur l'islam, mademoiselle. C'est un débat qui est ce qui se passe en interne, à l'intérieur. C'est un débat qui est à l'intérieur. Oui. À l'intérieur, et c'est l'enjeu fondamental aujourd'hui. Il faut arriver à comprendre ces débats, à les expliquer à nos concitoyens. Si vous interdisez le débat en disant islamophobie, dans ce cas-là, on s'interdit de comprendre ce qui se passe dans la réalité profonde de ce qu'est la vie de nos compatriotes musulmans en France. Si vous le permettez, Gilles Kepel, on va tout de suite accueillir Nassira El Mouadem pour son interview mensuelle. Bonjour, Monsieur Kepel. Bonsoir, Nassira. Madame, toutes mes excuses. Je vous en prie. J'étais assez étonnée d'entendre dire de votre part qu'il y avait un tabou sur l'islam en France. Je vais vous montrer ces unes. Elles vont apparaître à l'écran. Voilà, c'est les unes de la presse hebdomadaire française depuis 1 ou 2 ans. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un tabou sur l'islam en France quand on voit ces unes? Ça. Vous n'avez pas écouté. Je vous assure que je vous ai très attentivement écouté, non, pas du tout. Non, vous n'avez pas compris. Non, j'ai parlé du tabou de l'islamophobie. C'est-à-dire que l'islamophobie, l'utilisation du terme islamophobie, interdit de penser les débats fondamentaux qui se jouent à l'intérieur de l'islam en France aujourd'hui. C'est ça que je dis. Il n'y a pas de tabou sur l'islam en France. On ne parle que de ça. Vous l'avez raison, avec des
unes sensationnalistes qui n'ont pas grand intérêt. Qu'est-ce que vous pensez des analyses des journalistes dits de la djihadologie, de ceux qui interrogent les djihadistes qui sont partis ou qui sont rentrés, qui sont en contact avec eux? Qu'est-ce que vous pensez de leurs travaux, que ce soit David Thompson ou tous ceux-là qui travaillent sur ces questions-là? À la fois, ils apportent souvent des informations de première main. En même temps, je crois qu'il faut faire très attention de ne pas être trop dépendant de ces sources et de pouvoir garder la bonne distance par rapport à celles-ci. Ils apportent de l'information qui est parfois unique, mais que la prise de distance, ça c'est quand même le b.a.-ba du journalisme. Et alors justement, sur ces sources, sur ces djihadistes, dans votre ouvrage Terreur dans l'Hexagone, puisqu'on parle de djihad dans ce livre, combien de djihadistes précisément avez-vous interviewé pour ce travail et quand est-ce que vous l'avez fait? Les sources essentiellement, ce sont les sources écrites, les sources du web si vous voulez, puisque interviewer les gens qui sont en Syrie, évidemment, ça n'est pas simple, sinon on risque de se faire couper la tête. On peut le faire via Skype, via Twitter, oui. Beaucoup le font. D'ailleurs, ces journalistes le font régulièrement. C'est ce sur quoi ils se focalisent. Moi, il m'a semblé plus important, avec les moyens que j'avais, de construire surtout le contexte, notamment le contexte social, le contexte politique, de lire ce qu'ils mettaient en ligne. Et par ailleurs, j'en ai aussi rencontré quelques-uns en prison. Mais comment comprendre le djihadisme français, le djihad en France, si on n'a pas accès et si on ne retranscrit pas les discussions avec ces sources-là, puisque visiblement vous ne l'avez pas fait? Comment c'est possible de vraiment comprendre ce phénomène si on ne leur parle pas directement? Parce qu'ils publient énormément, parce qu'ils ont fait toutes sortes de vidéos et on peut les lire. De même, analyser la façon dont fonctionne la vidéo de recrutement 19HH qu'a faite Omar Homsen, le djihadiste niçois, donc qui est mort au djihad l'année dernière. C'est absolument fondamental. Plus que discuter avec un gars qui va vous raconter éventuellement des salades, c'est aussi très important de comprendre comment se déploie un instrument propagandiste. Et si vous voulez, ça permet justement de construire une distance. Et de contextualiser, c'est ce que vous dites. Bien sûr, d'une façon peut-être plus prudente que le face-à-face avec, avec des individus. Et bon, cela étant, moi j'ai beaucoup utilisé, je l'ai d'ailleurs crédité, le travail de David Thompson, qui m'a semblé un travail tout à fait, en ce sens, pionnier, si vous voulez. Dernière question, Monsieur Keppel. Que pensez des liens parfois inexistants ou en tout cas insuffisants entre d'un côté les chercheurs comme vous et de l'autre les décideurs politiques? Ça a pris beaucoup de temps en France. Comment vous l'expliquez ça? Parce que les décideurs politiques ont leur logique propre et ils considèrent que l'université ne comprend rien. On le voit bien d'ailleurs. C'est un peu les propos de Manuel Valls, c'est expliqué, c'est déjà un peu excusé. C'est un peu ce qui s'est passé, si vous voulez, en 2005, quand les textes de Souris ont été mis en ligne, expliquant que l'Europe était le ventre mou de l'Occident, que c'était là qu'il fallait mener le djihad. D'autres que moi et moi-même avons commencé à traduire ces textes. On a publié en 2008. Ça a été complètement mis de côté. Ils ont considéré que ça n'avait aucune importance. C'était des élucubrations d'intellectuels. Malheureusement, c'est ça qui a fourni la base de ce qui suivrait ensuite avec Mera et le reste. Ça commence, hein. Il y a Athéna Transfer, donc cette plateforme... Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas ce que c'est. Ah, vous connaissez pas? Non. C'est une plateforme qui va être créée par le CNRS et qui va permettre donc des passerelles entre les décideurs politiques. Ah, ce truc-là, oui. Ça s'appelle voilà, comme ça, je ne savais pas. Entre les décideurs et les chercheurs. Et visiblement, c'est une plateforme qui est intéressante puisque c'est quand même la première qui sera mise en place en France. D'autres ont déjà été créées en Europe, en Allemagne, en Grande-Bretagne. On est visiblement à la traîne. Est-ce que vous pourriez jouer un rôle, par exemple, de ce type avec les autorités publiques, avec le gouvernement, par exemple, pour être une sorte de conseiller scientifique global de ces questions-là? Est-ce qu'on vous l'a proposé? Je ne pense pas que mon rôle, ce soit d'être un conseiller scientifique. Est-ce qu'on vous l'a proposé? Non, pas du tout. Mais en revanche, je vois des responsables régulièrement, comme je vois tout le monde, si vous voulez. Mais je pense que le plus important, c'est de conserver la liberté de dire ce que j'ai envie de dire.
et de ne pas être prise en otage. Et je peux participer à tel ou tel débat, que ce soit le printemps républicain, par exemple. Qu'apparemment vous me reprochez beaucoup. Ou vous n'avez rien reproché. Non, pas vous, mais votre Bondi Blog. Vous débatteriez avec Tariq Ramadan, sans problème? Je l'ai déjà fait. D'accord. J'ai même moi qui l'ai rendu, si j'ose dire, célèbre, puisque j'avais insisté auprès de Jean-Marie Cavada pour qu'il vienne à la marche du siècle il y a une quinzaine d'années. Donc là-dessus, ça n'empêche pas que je ne le considère pas comme que c'est pas quelqu'un pour lequel j'ai une grande appréciation personnelle, mais le débat ça n'empêche pas le débat. Et j'ai déjà eu plusieurs débats avec lui. Merci à vous, Monsieur Keppel. Merci beaucoup, Nassira El Mouadem, pour cette interview mensuelle du Bondi Blog Café. Alors, on arrive à la fin de ce Bondi Blog Café. Comme le veut la tradition Gilles Keppel, on va vous apporter l'affiche du Bondi Blog Café avec un gros marqueur. Et vous allez pouvoir nous mettre une dédicace comme le font tous les invités du Bondi Blog Café. Avant cela, moi, je vais vous présenter des livres que je vais vous offrir. Donc, le premier livre, c'est Delta Charlie Delta, un texte écrit par Michel Simoneau et qui revient justement sur les révoltes de 2005 et notamment les 10 dernières années avec le procès donc en filigrane. Delta Charlie Delta, c'est le nom de code des agents qui étaient dans la voiture justement, qui sont à l'origine donc de la course-poursuite de Ziad et Bounad. Et puis, il y a aussi le livre de Nicolas Cadenne, La laïcité pour les nuls, 50 clés pour comprendre ce terme, ce mot, cette loi qui fait donc débat depuis une vingtaine d'années en France. Ce sont donc les deux livres que nous allons vous offrir, mais il faut faire votre petite dédicace et nous la lire à haute voix. J'imagine que vous écrivez assez facilement. En plus, vous allez la faire en arabe, ce qui est une nouveauté, ce qui est une première aussi au Bondi Blog Café. Donc, on va faire un gros plan de votre dédicace en arabe. C'est presque de la calligraphie. Voilà, et donc on aura l'occasion d'offrir le livre donc Terreur dans l'Hexagone à Latifa et à Pega. Je suis désolé, il n'y a que 2 exemplaires, mais on se prêtera les 2 exemplaires donc de Gilles Keppel. C'est à vous pour donc lire votre dédicace à haute voix en arabe, et puis après, si vous le souhaitez, vous pouvez l'expliquer en français. C'est traduit, donc c'est Ma'al Shukr al-Jazil al-Hawar al-Har Hada. Merci pour ce dialogue chaud. Très bien, merci beaucoup Gilles Keppel d'avoir accepté notre invitation. Merci évidemment à Latifa, Pega et à Bala d'avoir préparé ce magazine. Merci à Jamart et à Zadig Productions. On se retrouve le mois prochain, si vous le souhaitez, sur LCP et France O. Il y a eu un loupé entre nous, c'est pas un politique, on peut pas le pousser ou le bousculer parce qu'on a besoin de ses explications pour pouvoir rebondir. On s'est mis aussi dans une position attentiste en fait, la position de l'amphi en fait, où on écoute le professeur sortir sa science et il nous a maintenus à distance et on n'a pas réussi, c'est vrai, à aller au bout de nos idées. Même si on a aussi notre part de responsabilité, pourquoi on rejoindrait son point de vue pour quitter le nôtre et pourquoi on ne serait pas ensemble et chacun ferait un morceau de la route, entre guillemets? Quand on a un chercheur, il vient qu'avec son domaine d'études. Il n'y aura jamais de réflexion transversale, en fait. Ce qu'il admet, mais qu'il met un peu de côté, c'est la blessure sociale, la blessure des quartiers populaires. Je pense que c'est quelque chose qu'il connaît. Je ne sais pas s'il appréhende la réalité de cette blessure-là.